à tous. Merci de votre inscription, votre participation à ce webinaire. Je suis Laurent Bernard, directeur de la société ReactiveIP et je vais vous présenter les évolutions de la version 4 du logiciel IPSDK Explorer. Euh, Voici l'agenda, et voici ce que je vous propose de vous présenter pendant à peu près une demi-heure. Et puis, n'hésitez pas à échanger au travers du chat pour vous poser des questions. On essaiera d'y répondre au fil de la présentation ou à la fin de cette présentation. Donc, je vais vous présenter rapidement le petit rappel sur ReactiveIP et sur le logiciel IPSDK. Puis rapidement, on va basculer sur la grosse évolution de cette version qui est le Viewer 3D. Et ensuite, les évolutions complémentaires en termes d'interface et de traitement qui sont maintenant disponibles dans cette nouvelle version. Donc, petit rappel sur l'activité de ReactiveIP. Donc, on existe depuis 10 ans maintenant. On est toujours basé à Grenoble et on est toujours 100% français et indépendant. Notre métier principal, c'est l'édition logicielle. Donc, on n'a qu'un seul produit. Donc, la librairie historique IPSDK qui contient toutes les fonctionnalités de traitement d'image optimisées et le logiciel IPSDK Explorer, donc l'interface graphique qui est à disposition maintenant depuis plusieurs années pour vous aider à utiliser et à maqueter vos opérations de traitement d'image sur vos images. Autour de ce logiciel, là, on propose des sessions de formation pour vous aider à utiliser au mieux ce logiciel et toute une activité de prestations complémentaires pour développer à façon des applications ou des macros complémentaires ou pour industrialiser des algorithmes proches de l'état de l'art qui seraient intéressants d'intégrer dans la librairie. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez de bonnes idées pour faire évoluer le logiciel. Pour rappel, toute la force de la librairie, c'est sa rapidité, donc la rapidité de cet algorithme, donc la possibilité de traiter très rapidement de gros volumes de données, et la possibilité de maqueter très rapidement de nouveaux algorithmes, de nouveaux enchaînements pour répondre exactement à vos besoins, afin de générer facilement des macros Python ou C++. Euh, L'outil phare de la librairie qui est apparu il y a 3 ou 4 ans, c'est toute la partie machine learning, évidemment. Donc, je pose un rappel sur la partie smart segmentation. Donc, comment ça fonctionne? Au-delà de toutes les fonctionnalités de filtrage, de morphologie et de classification que vous pouvez avoir déjà dans la librairie, vous avez maintenant donc, des outils de machine learning basés sur du random forest qui permettent du coup de, de rapidement constituer un modèle sans forcément avoir une base d'apprentissage pour classifier les différents voxels ou pixels que vous avez dans votre image. Donc comment ça fonctionne? Vous commencez par créer les différentes classes qui correspondent aux différents matériaux que vous avez dans votre image. Ensuite, vous choisissez les différents descripteurs que vous voulez construire, générer à partir d'une ou plusieurs images d'apprentissage. Et par simple marquage des différentes phases sur vos images d'apprentissage, qui sont en général des sous-images de votre image globale, histoire de faire ça sur des petits volumes de données, vous allez construire de façon assez rapide votre modèle qui va se compléter au fil des marquages que vous allez réaliser. Et de façon tout à fait ouverte, vous allez voir, pour vos différents descripteurs que vous avez choisis, les pourcentages d'utilisation de de ces descripteurs basés sur l'apprentissage que vous avez réalisé. Vous pourrez ensuite filtrer les descripteurs par rapport à leur importance, notamment vous verrez rapidement qu'il y en a qui ne sont pas du tout utilisés, soit parce qu'ils sont inutiles, soit parce qu'ils sont redondants. Et ça va permettre de simplifier le modèle que vous pourrez ensuite sauvegarder. Une fois que le modèle est sauvegardé, vous pourrez le partager ou le réutiliser à partir de la fonction globale qui est de la smart segmentation et à partir du modèle que vous avez créé pour réaliser la segmentation sur votre image complète ou sur d'autres images à l'aide de l'outil batch. Donc,
bouton jaune qui est ici, qui permet de reproduire n'importe quel traitement de la librairie sur un ensemble de fichiers qui peuvent être présents dans un répertoire. Bien. Ensuite, donc maintenant je vous propose de passer dans le vif du sujet, donc les évolutions de la version IPSDK 4, et notamment la partie Viewer 3D. Donc pour ça, je vais basculer sur l'interface de l'Explorer qui est ici. Donc pour vous présenter tout ça, je vais vous ouvrir simplement une image 3D. Donc vous allez la connaître, celle-là, c'est une image de béton avec des roches et du sable. Donc jusqu'à maintenant, nous avons la possibilité de, de, de se pro- de visualiser les images 3D uniquement par coupe, avec la possibilité de naviguer à l'intérieur de ces coupes et de choisir l'axe de propagation. Donc vous pourrez voir maintenant que nous avons ces boutons supplémentaires qui viennent d'apparaître, donc bouton 2D, 3D, 4 écrans, et le dernier que je vais vous présenter, ce sera le bouton surprise. Donc si je passe en mode 4 vues, par exemple, vous allez pouvoir, donc j'enlève les fonctions histoire d'avoir un meilleur visuel, vous avez maintenant les 4 axes qui sont disponibles dans 4 cadrans différents, donc la vue le long de l'axe X, de l'axe Y, l'axe Z, et ici, du coup, une vue maintenant 3D en volume rendering qui est disponible à l'intérieur de ce cadran. Euh, et si vous voulez uniquement ce cadran, donc uniquement la 3D, vous appuyez simplement sur ce bouton 3D qui va vous permettre de visualiser votre image. Donc là, c'est du pur volume rendering, c'est à partir d'une image niveau de gris où le logiciel va utiliser les capacités graphiques GPU de votre ordinateur. Donc forcément, il faut une carte graphique digne de ce nom et proportionnelle à la quantité d'images que vous voulez visualiser, évidemment. Donc en évolution, c'est apparu entre les deux versions 3.2 et 4. Vous avez maintenant le display context ici qui est modifiable avec des sliders. Donc ça, on l'a modifié pour la 3D, mais du coup, ça sera aussi disponible en 2D maintenant dans cette version. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple. On pourra jouer sur la transparence. Et vous voyez qu'en calant le min et le max, on va pouvoir bien faire apparaître le vide entre les grains et avoir une visu 3D digne de ce nom. Donc sur la gauche, vous voyez les objets qui sont visualisables dans la scène, et vous avez une coche ici qui permet d'afficher ou pas les différents volumes à l'intérieur de votre scène. Je peux l'enlever et le refaire apparaître. Ensuite, pour chaque objet, donc pour l'objet qui est actif, qui est sélectionné, donc qui apparaît en bleu ici, bon, il n'y en a qu'un, euh, vous avez la possibilité maintenant d'avoir des différents paramètres qui apparaissent. Donc ces paramètres-là, ils apparaissent que si vous êtes en visualisation 3D. Donc évidemment, le premier, c'est l'opacité qui va apparaître, donc qui est vraiment propre à l'objet que vous êtes en train de visualiser. Ensuite, vous avez les différents settings. Donc vous allez pouvoir jouer sur le gamma et sur l'atténuation pour modifier votre objet. Au niveau de la scène, vous avez vu que je peux jouer avec le zoom, évidemment. Donc le zoom, vous l'avez à partir de la molette de la souris. Vous pouvez jouer sur la rotation de votre image. Et avec l'objet Shift souris, vous pouvez jouer sur la translation. Et vous avez toujours le bouton Home ici qui va vous permettre de recaler votre objet au milieu de la scène et dans des axes qui vont bien. Et ensuite, au niveau des settings, vous avez les différents modes de blending. Donc ça va être pour combiner différentes images. Le mode d'interpolation, c'est pour les bords de vos objets, pour savoir si c'est une interpolation linéaire ou vous avez différents modes au plus proche voisin, par exemple. Et les modes de rendering, donc suivant le type d'image. Donc là, vous savez, on intitule mid, mais évidemment, si vous avez des objets plus sombres, il va falloir plutôt utiliser le MIP pour pouvoir afficher vos images les plus sombres. Enfin, les objets sombres dans une image dans un fond plus clair.
Ensuite, vous avez ici les objets de clipping. Donc pareil, les clippings sont spécifiques pour chaque objet qui s'affiche dans la scène. Et vous allez pouvoir jouer sur vous allez pouvoir cropper ou simplifier l'affichage de votre objet sur uniquement des vues qui vous intéressent. Donc pour savoir où vous en êtes, vous avez l'objet ici Bounding Box qui va vous permettre de visualiser votre objet dans l'espace. Et si vous voulez simplifier votre objet, donc localiser et simplifier votre image pour évidemment limiter l'encombrement en mémoire de son utilisation, vous avez le bouton Crop ici qui va permettre d'extraire une nouvelle image ici qui apparaît à côté, qui correspond uniquement à ce bloc-là. Donc là, on a fait le choix de créer un nouvel objet, donc il n'écrase pas le volume initial. Voilà. Et du coup, là, vous avez la possibilité d'éteindre le premier objet et d'allumer le deuxième pour avoir uniquement celui qui vous intéresse. Donc vous pouvez toujours supprimer l'objet et afficher le premier. Et si vous voulez revenir au crop, enfin supprimer les crops, vous avez ce reset qui va permettre de tout réafficher. Voilà. Et les dernières informations ici, les derniers paramètres, donc ces derniers paramètres, eux, ils sont globaux à la scène. Donc notamment, vous avez la possibilité de modifier la géométrie de la perspective. Vous pouvez modifier la couleur du fond. Donc, vous pouvez mettre un fond plus gris si vous voulez. Moi, je vais revenir au fond noir, je préfère. Vous pouvez faire apparaître les axes de votre image. Donc, nous, on a pris le parti d'utiliser les couleurs du RGB. Donc, le rouge, ça sera l'axe des X, le vert, l'axe des Y, et le bleu, l'axe des Z. Voilà. Et enfin, le dernier bouton, je vais enlever mes axes. Ici, c'est le mode. Vous avez le choix entre le mode caméra et le mode fly. Alors, à quoi ça correspond? Le mode caméra, en fait, le mode normal, je veux dire, correspond au fait que vous allez maniper, faire bouger votre échantillon. Donc c'est pour ça qu'il là, il tourne autour de son centre de gravité. Il va zoomer autour de son centre de gravité aussi. Mais vous allez aussi pouvoir avoir la possibilité de faire bouger le point d'observation, c'est-à-dire la caméra. À ce moment-là, c'est le mode fly qui devient utile. Alors, puisque le mode fly n'est pas forcément très simple, enfin, il y a beaucoup de touches pour le manipuler, on a fait le choix de vous proposer une belle fenêtre d'aide qui vous indique les boutons que vous pouvez utiliser. Donc là, vous voyez que pour déplacer par translation votre caméra, vous pouvez utiliser l'ensemble de boutons QZD. Donc, c'est des boutons qui sont assez proches. Et si vous avez l'habitude de faire des jeux, vous allez assez rapidement retrouver la façon de fonctionner. Donc là, vous voyez qu'on peut reculer avec le S, avancer avec le Z. Le REF pour vous permettre de faire monter la caméra ou la faire descendre. C'est des choses que vous pouvez faire aussi avec le clic gauche de la souris. Donc ça correspond aux différents axes de vue. Vous pouvez aussi baisser, lever la caméra avec la touche I et K ou tourner sur les côtés. Donc avec toutes ces touches-là, vous pouvez du coup vous permettre de rentrer directement dans l'objet et vous promener à l'intérieur de vos objets si besoin. Voilà. Donc moi je vais revenir à mon mode normal et je retrouve mon objet. Je vais sur la déformation et revenir. Voilà. Donc ça c'est pour la partie volume rendering qui est maintenant disponible et qui permet quand même d'avoir une utilisation un peu plus confortable de la librairie. Donc c'est vraiment un outil complémentaire qui va vous permettre de vous promener dans vos images et de faire des visuels une fois que les traitements sont réalisés ou pour mieux comprendre l'intérieur de vos objets. Ensuite, on propose aussi le surface rendering. Donc là, pour faire du surface rendering, il faut extraire les contours de vos objets. Donc, c'est pour ça que vous allez faire ça après une binarisation ou une labellisation de vos objets. Donc, moi, je vous ai préparé une image ici. Donc, si on laisse pas en 2D, vous allez voir votre belle image de grain. Donc là où j'ai supprimé les objets qui sont sur le bord.
Et pour visualiser les mèches, donc il faut commencer par les générer. Donc ça, c'est une fonction qui existait déjà dans la version précédente, donc qui servait notamment pour faire des mesures dessus. Mais maintenant, ces mèches vont aussi permettre de faire de la visualisation. Donc vous avez le label Shape Extraction, donc, qui s'est complété avec cette version, puisque maintenant, vous pouvez choisir le critère d'approximation, qui est la taille du marching cube, donc la taille des triangles que vous voulez générer. Jusqu'à maintenant, on est obligé de s'arrêter là, mais maintenant, on propose aussi la possibilité de simplifier le mesh, ce qui va vous permettre de regrouper les triangles qui sont coplanaires, et donc de simplifier énormément le mesh, donc, et l'alléger en mémoire, et l'alléger au niveau visualisation. Et en complément, vous avez la possibilité de fixer un minimum de triangles par objet. Ça, c'est pour, dans le cas des tout petits objets, de ne pas trop perdre en qualité de mesure. Donc, sachant que sur les gros objets, la simplification n'influence quasiment pas les métriques, alors qu'évidemment, si vous avez des plus petits objets, ça peut être assez pénalisant en termes de qualité, de précision de mesure. Donc là, si je génère mon mesh, vous allez voir que j'ai un objet mesh qui apparaît maintenant ici. Et du coup, si je rebascule en mode 3D, je vais pouvoir, au-delà de mon volume rendering, je peux aussi visualiser mon objet mesh dans ma scène. Donc là, vous avez maintenant euh, le mesh qui apparaît. Alors, il faut bien faire attention au niveau des objets. Donc, pour pouvoir jouer sur les paramètres, il faut bien activer l'objet qui vous intéresse. Donc là, si vous voulez paramétrer le mesh, je clique dessus pour le rendre actif. Et là, vous avez les paramètres qui sont spécifiques au mesh. Donc, comme vous avez vu, bah, l'opacité, ça ne change pas, c'est la même chose que pour le volume rendering. Par contre, pour les settings, c'est simplifié puisque vous n'avez plus les modes du volume rendering, mais vous avez la possibilité de modifier la surface des objets, uniquement au niveau du display, en les lissant par exemple, ce qui va vous permettre maintenant vous pouvez voir la différence entre le mode flat et un mode smooth. Donc là, c'est vraiment que du visuel, hein, ça va permettre de lisser vos objets pour avoir un rendu un peu plus lisse. Vous avez aussi la possibilité d'afficher les triangles. Donc là, vous voyez qu'il y en a encore beaucoup qui correspondent au maillage de votre objet. Quoi, la simplification est pas très violente, même si en apportant utilité 0,9. Donc 0,9, ça veut dire qu'on divise par 10 le nombre de triangles de la scène. Ensuite, vous avez l'objet clipping. Donc là, c'est exactement le même principe que pour le volume rendering, hein. Vous pouvez jouer sur les contours sur la bounding box de votre objet pour simplifier l'affichage. Dessus. Et de la même façon, vous pouvez afficher la bounding box. Et enfin, vous avez ici une nouvelle étape de simplification. Donc, le chef segmentation, lui, c'est la création de l'objet mesh qui peut être simplifié. Donc, de toute façon, là, vous pouvez plus revenir en arrière, il faut le simplifier. Par contre, au niveau de la visualisation, vous avez encore la possibilité de simplifier votre maillage. Et par exemple, du coup, vous pouvez à nouveau appliquer un facteur de réduction de 90%, tout en minimisant le nombre de faces. Donc, vous voyez que là, on est à 453 000 faces. Si j'applique ce facteur de réduction, je passe à 45 000 faces rapidement. Et du coup, bah, si j'affiche mes frames, vous voyez que j'en ai beaucoup moins sur l'affichage. Et du coup, bah, ça va être un moyen pour vous de simplifier énormément et de fluidifier l'affichage si besoin, si l'objet est trop gros et, euh, et pose problème au niveau de l'affichage et sature votre carte graphique. Au niveau du mesh, vous avez toujours la possibilité de sauvegarder le mesh soit en bin, soit en STL pour extraire, pour le réutiliser ensuite dans un autre outil, notamment de simulation. Vous pouvez aussi le sauvegarder en fichier XML. Ça permettra de le recharger facilement dans IPSDK Explorer et pour pouvoir notamment faire des mesures dessus. Voilà pour le surface rendering. Et donc maintenant, je vais enlever mon wireframe.
Vous pouvez mixer ces deux types d'images, hein. Je pense que vous êtes habitué à ce genre de choses. Donc, il suffit d'afficher votre volume rendering et du coup, vous pouvez afficher aussi votre mesh superposition. Et du coup, si vous jouez sur le clipping de votre objet, vous allez pouvoir, je trouve le bon côté, voilà, faire apparaître le mesh à l'intérieur de votre image en jouant sur le clip du volume rendering. À noter que vous avez la possibilité de jouer sur l'ordre des images dans votre liste avec l'aide des petits boutons qui sont ici, qui permet de changer l'ordre et donc du coup aussi l'ordre d'affichage dans la scène. Euh, Si vous faites un clic droit dans l'image, vous avez la possibilité de faire un screenshot, donc de copier l'aperçu de la scène pour ensuite le recopier dans un document de façon simple. En restant en CTRL-C que vous avez. Vous avez la même chose sur la visu 2D si besoin. Euh, voilà. Donc là, vous avez vu déjà beaucoup de choses au niveau de l'affichage. Et donc, je peux vous montrer maintenant le dernier bouton ici, donc, qui est le Movie Maker, qui va permettre de créer je vais enlever une fonction, de créer un scénario et donc une vidéo pour présenter vos résultats. Donc ça, c'est quelque chose d'assez standard si vous connaissez d'autres logiciels de traitement. Vous avez les différents boutons qui apparaissent ici avec des petites bulles d'aide pour vous aider à les utiliser. Donc par défaut, vous pouvez commencer par partir de cette image-là. Ensuite, je sais pas, faire tourner, faire un petit peu de zoom et modifier un peu le display. Donc, on va mettre ici, par exemple. Donc, on rajoute l'imagette et on continue, par exemple, en descendant complètement, en s'en tourne un petit peu, en ajoutant du zoom. Et ensuite, bah, je continue ma rotation en remontant, en diminuant un peu de zoom. Je rajoute, je finis ma rotation, je finis mon zoom et je reviens. Voilà. Et donc, automatiquement, je rajoute mon imagette à la fin. Donc vous avez vos différentes étapes. Après, vous pouvez les modifier comme vous voulez d'un niveau temporisation dans votre scénario. Et vous pouvez rejouer du coup toute la séquence que vous avez enregistrée. Automatiquement, le logiciel va reconstruire les différentes étapes et interpoler les frames pour avoir une image lisse. Et par rapport à ça, vous pourrez ensuite générer à l'aide de ce bouton une vidéo au format AVI ou MP4 ou GIF ou tout ce que vous voulez pour pouvoir ensuite partager votre vidéo. Et vous pourrez sauvegarder et recharger votre scénario. Donc vous aurez deux modes, soit sauvegarder juste l'enchaînement, soit sauvegarder l'enchaînement plus les datas, qui vous permettra bon, ça risque d'être un peu lourd, hein, mais ça vous permettra de recharger à l'aide de ce bouton-là directement un fichier directement réutilisable avec toutes les données directement disponibles dans l'Explorer. Et pour refermer, du coup, vous appuyez simplement sur le Movie Maker qui va vous permettre de revenir au stade initial. Voilà. Et la dernière chose que je vous ai pas montré, c'est le bouton Show Axis ici, là, qui va permettre si je vous l'ai montré en plus, donc vous avez déjà le repère. Voilà. Donc ça clôture la partie visualisation 3D qui a été rajoutée dans l'Explorer. Donc vous comprenez que le gros de l'évolution, hein, c'est IPSDK 3 plus le viewer 3D. Ça nous fait un IPSDK 4 qui est maintenant disponible euh, à l'utilisation. Donc maintenant, je vous propose de basculer dans les quelques minutes qui nous restent sur les différentes fonctionnalités qui sont plutôt liées au traitement d'image ou aux éléments d'interface dans le logiciel. Euh, donc rapidement, vous avez pu voir ici des coches qui apparaissent et des petites étoiles. Donc pourquoi? Bah, simplement, si vous avez ici la binarisation, vous avez plein de fonctionnalités qui sont disponibles et
Et en général, vous en utilisez que quelques-unes et du coup, on a eu des retours comme quoi l'arborescence était peut-être un peu trop complète et et on arrivait à se perdre finalement dans toutes les fonctions disponibles. Donc c'est pour ça que maintenant on a les petites coches de favoris qui sont disponibles. Et si vous cochez simplement celle que vous avez l'habitude d'utiliser et que vous mettez en mode favori, vous allez simplement avoir une interface simplifiée avec uniquement les traitements que vous avez l'habitude d'utiliser. Mais cette approche ne vous empêche pas de retrouver les autres fonctionnalités. Donc typiquement, là, si vous voulez utiliser le Keepler pour faire le séchage automatique, il est quand même disponible à la barre de recherche et le logiciel va vous le remonter et vous le mettre à disposition. Et du coup, vous aurez juste à cocher dessus pour le rendre disponible parmi vos favoris. Euh, voilà. Ensuite, euh, dans les petites évolutions, vous avez au niveau des macros, vous avez la possibilité maintenant d'ajouter des modèles en paramètres de vos macros. Donc, si j'ouvre cette macro, vous voyez que le deuxième paramètre ici est maintenant du type, il est attribué le type modèle, et vous avez un sous-type qui permet de spécifier, donc de présenter uniquement les modèles de smart segmentation, de classification ou de superpixel. Et du coup, à partir de ce nouveau menu, vous avez directement accès aux différents modèles en segmentation et l'utilisateur de la macro va pouvoir basculer d'un modèle à l'autre pour pouvoir tester sur son image. Donc là, typiquement sur cette image-là, je lance directement ma segmentation qui est faite à l'aide du modèle 14 et des différentes labellisations et séparations qui ont été proposées dans la macro. Euh, Vous avez sans doute vu passer pas mal de communication aussi sur tout ce qui est technologie out of core. Donc, c'est quelque chose c'est des fonctionnalités qui sont apparues dans des versions intermédiaires, mais du coup qui sont extrêmement utiles dans cette nouvelle version. Donc, c'est ces nouveaux boutons qui apparaissent en haut, donc avec les petits signes, les petites icônes de disques qui sont dans l'image. Donc, de quoi il s'agit? Bah, simplement, jusqu'à maintenant, vous pouviez ouvrir des images et les charger en mémoire. Mais si vous avez de très gros volumes de données difficiles à charger ou si c'est l'enchaînement des traitements qui explose votre capacité mémoire, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser les boutons out of core qui permettent de charger non plus les images en mémoire, mais de les laisser sur le disque. Donc l'idée, c'est que vous allez simplement ouvrir le fichier et charger uniquement les coupes nécessaires pour les traitements ou pour les visualisations. Donc ça permet d'avoir une visualisation extrêmement rapide de très très gros volumes de données, jusqu'à 1 Tera, 2 Tera si vous voulez, et aussi de pouvoir les traiter à partir de n'importe quelle fonction de traitement de l'arborescence pourra être utilisée indépendamment sur des images disques, sur des images mémoire. La seule différence, vous voyez que les images disques apparaissent avec un liseré bleu et avec le petit icône ici. Et pour accélérer les affichages, évidemment, les images disques peuvent être visualisées uniquement en coupe en Z. En termes de script Python, qu'est-ce que ça change? Sur une lecture, une ouverture mémoire, le script, c'est un load TIFF image. Et pour une ouverture en mémoire, en disque, vous avez simplement un OpenTIFF image, qui génère dans les deux cas une image IPSDK qui est utilisable dans n'importe quel script. Euh, voilà. Donc ça, vous l'avez pour ouvrir des images mono-fichiers, donc TIFF mono-fichier. Mais vous avez aussi la même chose pour charger des séquences de fichiers TIFF 2D. Donc, donc soit en mémoire, soit les laisser sur disque. Et pour les images RAW, ce sera le même bouton parce que finalement on a juste à ajouter une coche ici qui vous permet de laisser ou pas votre image sur disque ou la charger en mémoire. Voilà. Et pour clôturer, je vais juste vous présenter les fonctions de rehaussement de contraste adaptatif.
Donc je vous passe les touches de piano qu'on monte habituellement. Je vais vous montrer celle-ci qui est aussi très pratique pour comprendre l'intérêt de cette fonctionnalité. Donc là, on est en imagerie microscopie électronique. Donc si je crop la partie qui nous intéresse, créer une sous-image, vous allez voir que si j'essaie de faire une binarisation sur cet objet, hop, on peut faire attendez. Vous allez voir que si je veux récupérer tous les objets qui sont présents dans cet endroit-là, eh ben, ça va pas être possible parce que je vais être obligé de forcer la binarisation et ça va me faire apparaître des zones à l'extérieur qui sont pas très pratiques, que je veux pas du tout pour ma segmentation. Donc, qu'est-ce que je vais faire du coup pour ce type d'objet? Je vais pouvoir utiliser la fonction qui s'appelle Adaptative Contrast Enhancement avec cette douce, voilà, et qui va permettre de rehausser localement mon image et du coup de rendre beaucoup plus visibles les objets qui étaient dans le fond dans mon image. Donc ça utilise simplement un voisinage et par rapport à l'histogramme local va rehausser localement les images, à la différence d'une normalisation globale sur l'image. Et donc sur cette image-là, si maintenant je fais une binarisation sur cette image, je vais pouvoir récupérer tous mes objets assez facilement sans être perturbé par le fond. Je valide, je lance. Et du coup, ensuite, si je fais mon watershed sur cette image-là, je vais récupérer mes grains sur mon image, alors que j'aurais pas pu le faire sur mon image initiale. Et on va voir qu'on aura une détection très très cohérente de mes différents anneaux particules sur mon objet. Voilà, donc j'ai atteint ma demi-heure de parole, un petit peu dépassé. J'espère que vous avez apprécié ces différentes fonctionnalités, donc les nouveaux algos, les nouveaux éléments de visualisation. N'hésitez pas à revenir vers nous pour récupérer une version d'évaluation ou si vous êtes sous contrat de maintenance, de nous demander une mise à jour de votre licence pour récupérer les nouveaux installeurs et les nouveaux fichiers de licence que vous pourrez utiliser sur votre machine. Nous pouvons aussi vous proposer évidemment des formations pour utiliser ces nouvelles fonctionnalités ou pour faire un upgrade sur vos connaissances du logiciel. Et si vous avez de nouveaux projets ou de nouvelles demandes, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi auprès des adresses habituelles. Nous tenons à disposition. Très bien, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous remercie pour vos commentaires et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.